Bonjour à tous. Le 30 juin et le 7 juillet, les Français vont élire un nouveau Parlement. 577 députés qui auront la responsabilité de choisir la destinée du pays pour 3 ou 5 ans. 10 de ces députés seront isérois. Focus dans cette émission sur la première circonscription de l'Isère, celle qui concerne Grenoble-Mélan, avec sur ce plateau 4 des principaux candidats. Avant de vous les présenter, voici la petite carte postale de cette première circonscription signée Lucille Dailly. Elle embrasse le cœur de ville de Grenoble et s'étire le long du lit de l'Isère en touchant les premiers sommets de Chartreuse. Des grands boulevards aux petits sentiers de Bernin, la première circonscription dessine un grand bassin de population de 130 000 habitants répartis entre le centre urbain et la campagne du Grésivaudan dans les cantons de Grenoble, Mélan et Saint-Imier. Une population dont le niveau de vie est majoritairement aisé et dont plus d'un quart des habitants se déplacent principalement à pied ou à vélo, notamment pour se rendre au travail dans l'un des plus grands pôles d'activité comme Innovalet ou le CHU Grenoble-Alpes. Elle était représentée par la droite pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce que la socialiste Geneviève Fioraso fasse basculer la circonscription à gauche en 2007, avant de rejoindre le gouvernement et de céder sa place à son suppléant Olivier Véran, réélu en 2017 puis 2022. L'ancien ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement se représente. Il défendra le programme de Renaissance face à 4 autres candidats. Voilà, aux dernières législatives. Donc en 2022, Olivier Véran était arrivé en tête au premier tour. On voit les résultats avec plus de 40% des voix, devant Salomé Robin pour la France Insoumise avec 37%. Les autres candidats étaient beaucoup plus loin. Aurore Mérieux pour le RN, 7%. Brigitte Boer pour les LR, un petit peu moins de 7% également. Au second tour, Olivier Véran l'avait emporté avec plus de 55% des voix. Un rapport de force qui s'inverse complètement si on regarde les résultats des européennes du début juin, puisque les 4 partis de gauche unis désormais sous la bannière du Front populaire totalisent près de 48% des voix sur cette circonscription. 30 points donc devant la liste Renaissance, qui est même devancée sur cette première circonscription par le total des voix de l'extrême droite qui dépasse les 19%. Alors qui sera le député de cette première circonscription de l'Isère ? Forcément, un des 4 candidats présents sur ce plateau, Nathalie Béranger, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, aux côtés de Laurent Wauquiez. Vous siégez également dans l'opposition au conseil municipal de Grenoble. Vous êtes la numéro 2 des Républicains en Isère. Ce n'est pas votre première campagne législative. Vous aviez déjà été, je crois, sur la 3e circonscription en 2012. 2012. Je crois que votre fils est d'ailleurs suppléant sur cette circonscription cette année. Tout à fait. Donc voilà, une affaire de famille. On a la fibre. La fibre. Vous représentez dans cette élection les Républicains. Alors on est obligé de préciser maintenant quelle tendance. Le canal historique, c'est comme ça que vous l'appelleriez ? Canal historique, indépendant, les Républicains, comme on l'a toujours été. Moi, j'ai toujours fait partie de ce parti-là, ce parti gaulliste. Au départ, c'était le RPR, après l'UMP. Maintenant, les Républicains. Vous savez, moi, je pense que la diversité des partis, c'est important, c'est une richesse, c'est la démocratie. Et il faut laisser le choix aux électeurs de voter, pas simplement les enfermer dans 2 blocs avec des alliances, l'extrême droite, l'extrême gauche. Donc c'est la raison pour laquelle je suis candidat pour la droite républicaine et le centre républicain. Vous aurez le logo des Républicains sur votre affiche ? J'aurai le logo, les Républicains, bien sûr. Alors, autre candidat issu des Républicains, Alexandre Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors vous, Canal Ciotti, puisque vous avez été investi par l'Alliance des droites menée par le Rassemblement national. Vous avez 34 ans, vous avez milité aux Républicains pendant plusieurs années, avant de rejoindre le nouveau parti d'Éric Zemmour à l'époque, je crois que c'était en 2021. Tout à fait. Oui. Vous étiez d'ailleurs le coordinateur de Reconquête en Isère. La dissolution vous a ramené vers votre famille politique d'origine, puisque vous avez pris votre carte, j'ai vu ça dans la presse, au LR, le lendemain des élections européennes. Je vais être très clair. Donc, je m'étais déjà bien rapproché des Républicains parce que j'avais adhéré à Nouvelle Énergie de David Lisnard l'année dernière. Et en effet, dès que Éric Ciotti a annoncé ce qui est
mon grand combat, c'est-à-dire l'union des droites, et c'était pour ça que j'avais été chez Reconquête, et quand j'avais vu que ça ne passerait pas par Reconquête, je les avais immédiatement quittés, j'ai immédiatement réadhéré, j'ai immédiatement appelé les cadres d'Éric Ciotti pour leur dire, vous connaissez mes valeurs, vous connaissez mon engagement pour la droite républicaine, mais aussi pour l'union des droites, et ils m'ont immédiatement fait confiance pour représenter ces valeurs sur cette circonscription. D'ailleurs, je tiens à dire, sur votre petite présentation, vous m'avez étiqueté RN, je suis LR soutenu par le RN, pas RN. Bon. Je me fais le porte-parole de Nathalie Béranger qui vous a qualifié un peu d'opportuniste, ce changement de dernière minute. Très sincèrement, je ne veux pas rentrer en polémique avec Nathalie Béranger, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Bon. Est-ce que sur votre affiche, il y aura Éric Ciotti, Jordan Bardella? Vous avez déjà fait le casting? Éric Ciotti et Jordan Bardella, parce que mon chef de parti, c'est Éric Ciotti. Et la personne que je veux mettre à Matignon pour diriger le gouvernement, c'est Jordan Bardella. Bon, je crois que c'est votre première candidature en tant que député, mais vous aviez été sur la liste... J'avais été suppléant de Marine Caberto, mais en tant que titulaire, oui, c'est ma première candidature. Puis sur la liste de Jean-Claude Perrin, oui, aussi, municipal tout à fait, Mélan, oui. en 2021. Et votre suppléant est un militant de l'UNI, syndicat étudiant marqué à droite. Tout à fait. Et on a sur ce plateau un autre syndicaliste étudiant marqué à gauche, Hugo Prévost, bonjour. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes donc étudiant, d'abord à Grenoble, puis aujourd'hui à la Sorbonne, à Paris, en économie, c'est ça? Exactement, j'ai grandi à Grenoble, j'y ai fait mes études et ces dernières années, je suis monté à Paris surtout pour diriger l'Union étudiante et aujourd'hui, je me présente dans la première circonscription de l'Isère pour le nouveau Front populaire. Je vous rassure, je n'aurai pas le logo des Républicains, moi, sur le... J'avais pas de doute là-dessus. Vous avez effectivement été président de l'UNEF Grenoble et puis de l'Union étudiante. C'est votre première candidature aussi. Exactement. À une élection législative. Il y a deux courants qui se dessinent au sein de LFI, les mélenchonistes et les anti-Mélenchon. On va le caricaturer comme ça. Vous avez-vous choisi un camp? Moi, je connais qu'un seul camp, c'est celui du nouveau Front populaire. Et ce qu'on a dit un peu à tout le monde, c'est les égos, on va les laisser de côté. 30 secondes, on va s'occuper de gouverner le pays, d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et après, les guerres de chapelle, on verra plus tard. Alors vous pourrez compter dans cette campagne sur l'expérience de votre suppléante, Salomé Robin, qui était la candidate de la France Insoumise en 2022 contre Olivier Véran. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai moins besoin de vous présenter que les autres candidats. C'est vrai que je regardais les images de votre reportage tout à l'heure. J'avais l'air très jeune en 2012 quand j'ai commencé avec Geneviève Surazo, mais ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs d'investissement sur ce territoire. Et c'était il y a 12 ans déjà, vos premiers pas en le Covid, ça a vieilli un peu. Gérer la crise Covid pendant 2 ans, ça... Voilà. On prend tous mais toujours jeune dans la tête. Donc ancien ministre de la Santé, porte-parole également du gouvernement. Vous avez 44 ans aujourd'hui. Vous êtes député donc, de cette circonscription depuis 2012, d'abord sous les couleurs du PS, puis d'Emmanuel Macron. Un mandat par intermittence, puisqu'en 12 ans, j'ai calculé, vous avez occupé le poste pendant 5 ans et demi. Et oui, j'ai été 3 ans député quand Geneviève Surazo était ministre. Puis j'ai retrouvé l'hôpital, la blouse de neurologue et les gardes qui allaient avec pendant 2 ans. Donc j'ai connu le retour à la société civile. Et j'ai été élu ensuite en 2017. Et puis éloigné, non pas vraiment éloigné, mais en fait avec une activité parisienne que chacun peut comprendre pendant 4 ans, parce que j'étais ministre de la Santé et des Solidarités pendant la crise Covid, puis porte-parole. Et de retour ici, sur ce territoire où j'élève mes enfants. Justement, depuis votre sortie du gouvernement, donc c'était en janvier dernier, vous avez annoncé quitter l'hôpital public à Grenoble pour vous installer à Paris, dans une clinique privée. C'est une interview que vous aviez donnée à la presse nationale en mars, donc c'est il n'y a pas très longtemps. On peut s'étonner de vous voir revenir ici, candidater en Isère? J'ai demandé ma réintégration au CHU le 15 avril, donc ça n'a rien à voir avec les élections, ça je le précise pour les mauvaises langues. L'interview datait de fin mars. Oui, mais j'ai fait assez vite, mais vous savez, je ne suis pas sourd à ce qu'on me dit. Et j'écoute. Moi, je pensais que le retour à la neurologie serait difficile, y compris pour moi. Il faut comprendre que la neurologie, on annonce souvent des maladies graves à des gens qui sont assez jeunes. J'avoue qu'après avoir géré l'épidémie de Covid, avoir été face à des mauvaises nouvelles tout le temps, j'ai eu envie de suivre un diplôme que je ne valide donc pas par choix, dans une discipline où les gens étaient peut-être en meilleure santé. Mais j'ai écouté mes collègues, j'ai écouté les patients aussi, et donc j'ai demandé ma réintégration. Donc je suis en cours de validation de mes compétences par le Conseil de l'Ordre. Et oui, quand on peut avoir été ministre de la Santé, devoir en passer par là, et je respecte ça. Si tout va bien, le 3 juillet, je suis de nouveau neurologue, et j'espère recommencer au CHU assez vite. Si jamais vous étiez battu en tant que député, vous reprendriez une activité à temps plein au sein du CHU de Grenoble? Alors d'abord, si vous me connaissez suffisamment pour savoir que je ne vais pas à une élection en envisageant une seconde la défaite. Oui, mais c'est une hypothèse que tout le monde peut avoir en tête. Si j'avais envisagé la défaite, j'aurais fait autre chose. Et si j'ai décidé de revenir à plein sur le territoire, c'est pour me battre pour
cette circonscription pour ces entreprises, ces associations, ces habitants, pour ce que je veux pas, je respecte les convictions de chacun, mais ma conviction, c'est que je ne veux pas que cette circonscription rejoigne les rangs de la France insoumise. On a déjà la ville, une partie de la métropole. Je pense que les gens sont vaccinés, sans mauvais jeu de mots. Alors, il y a un autre candidat qui est en lice sur cette circonscription, c'est le 5e, il s'agit de Rémi Adam, pour Lutte ouvrière, un parti qui n'a pas souhaité faire partie de cette alliance de gauche, du nouveau Front populaire. Il nous explique les raisons de son choix. Nous ne faisons pas confiance aux partis de gauche qui ont gouverné en alternance avec la droite depuis 40 ans et qui n'ont rien changé, bien sûr, à la situation des travailleurs, qui n'ont pas combattu davantage les idées du Front National. Pire, dont la politique a creusé finalement le fossé entre travailleurs français et étrangers et a ouvert la voie aux idées d'extrême droite. C'est aussi cette gauche de gouvernement qui a voté des lois contre les retraites, qui a voté des lois contre les travailleurs immigrés. Et c'est des Hollande qui ont repris dans les poubelles de l'extrême droite le projet de déchéance de la nationalité. Il faudrait voter pour ces gens-là, il faudrait leur faire confiance. Ben non, absolument pas. Il faut affirmer l'existence d'un camp communiste révolutionnaire, certes aujourd'hui minoritaire, mais qui offre, je crois, la seule perspective pour en finir avec la société capitaliste. La Lutte ouvrière qui a fait 0,24% des voix aux européennes sur la première circonscription de l'Isère. Alors si on est réunis aujourd'hui autour de cette table, c'est grâce ou à cause des résultats de ces européennes, justement, du 9 juin et de la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Olivier Véran, si on croit la presse, il y a beaucoup de ministres ou de députés qui lui en veulent à Emmanuel Macron de les forcer à repartir en campagne alors qu'on allait vivre une parenthèse enchantée avec les Jeux Olympiques notamment cet été. Vous faites partie de ceux qui en veulent au président également ? Il y a eu de la sidération après l'annonce de la dissolution, parce que l'extrême droite est aux portes du pouvoir au niveau national, ce qui n'est pas le cas dans notre territoire. Je le dis parce que je vois sur le territoire des gens qui parfois s'inquiètent que le RN puisse remporter la première circonscription sans du tout nier quoi que ce soit au mécanisme démocratique. Les chiffres sont là qui montrent que ça ne se jouera vraisemblablement pas avec le RN sur cette circo. Mais vous connaissez mon engagement. Ils sont devant vous, Renaissance, sur la première circonscription. Non, pardonnez-moi, le RN fait 14,5. Non, si on rajoute Reconquête et dans ce cas-là, aujourd'hui, ils sont unis. Je ne crois pas qu'on puisse considérer qu'un électeur d'Éric Zemmour du premier tour des européennes, enfin des élections européennes, soit nécessairement un électeur du RN. Je pense que ce serait un abus de comptabilité. Bref, voilà. Pour moi, c'est pas le sujet, mais mon engagement contre le RN, il n'est pas à démontrer. J'ai fait le tour de France des villes RN l'année dernière. Je me souviens du 21 avril 2002 où j'étais dans les rues de Grenoble, où nous étions des milliers déjà à l'époque. On est une terre de résistance, une terre humaniste. Voilà, ça je l'ai dit. Ensuite, après la sidération, l'inquiétude, de la colère aussi que j'entends quand je me balade dans les rues du Grésivaudan ou de Grenoble, vient le temps de la mobilisation. Et en fait, les Français et les habitants de cette circonscription ont un choix à faire. Mais ils n'ont pas un choix bloqué entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Ils ont un choix qui peut être un choix républicain. Si les gens sont de droite, ils peuvent voter pour Nathalie Béranger. Si les gens sont sociodémocrates, sociolibéraux ou centristes, ils peuvent aussi évidemment voter pour moi. Donc nous portons une diversité d'opinions dans cette campagne. C'est très sain en démocratie. C'est très sain. Et donc, il ne faut certainement pas se laisser enfermer entre deux blocs. Non pas parce que ces deux blocs poseraient des difficultés en soi, mais parce qu'ils portent une radicalité dans leurs propositions. Et que la radicalité, elle peut s'accompagner d'une forme de violence dans la société. Et que moi, je suis un pacifiste connu, je crois, identifié pour ça. Donc, je souhaite que nous puissions avoir, encore une fois, une offre politique pour ce territoire qui permette le développement économique, social, universitaire, cher à cette terre traditionnellement ancrée ma radicalité, dans ses c'est valeurs. La restauration de l'ordre républicain dans notre pays. C'est ça ma radicalité. Mais avec quelle méthode, monsieur Lacroix ? Enfin, la méthode de Jordan Bardella et du RN. Vous dites aujourd'hui que vous portez les couleurs d'Éric Ciotti et de la droite, mais en même temps de Reconquête, en même temps de Bardella. Une union des droites républicaines sur le territoire. Vous comprenez que si vous mettez Éric Ciotti et Jordan Bardella autour d'une table pour discuter tranquillement du programme économique, en fait, ils ne peuvent tomber d'accord sur strictement rien. Vous en avez un qui veut la retraite à 66 ans, l'autre qui la veut à 60 ans, c'est quand même pas un détail. Vous en avez un qui est libéral et l'autre qui est étatiste, c'est pas un détail. Donc en fait, ils s'entendent. C'est pas de restauration de l'ordre républicain. Déjà, il y a d'autres sujets que l'économie. C'est vrai que sur l'économie, nous avons des divergences. Un peu ici, là. On est en plein emploi savez ici. Très bien, je défends la retraite par capitalisation. D'autres, évidemment, défendent un retour à la retraite à 60 ans. C'est évident qu'il y a des divergences au niveau économique. Il ne faut pas les nier. On va faire un programme d'union, mais sur des sujets fondamentaux de moralité, de sens commun,
de sécurité. Moralité, le RN. Bien sûr. Vous voulez qu'on fasse la liste des condamnations, des exactions, des Vous voulez qu'on parle de la moralité de vos différents amis au PS, chez Renaissance? Vous voulez qu'on joue à ce petit jeu? À comprendre, c'est que vos deux partis ont fait alliance en décembre dernier pour la loi Asile-Immigration. Vous avez été porte-parole d'un gouvernement qui a repris les éléments de langage et les éléments programmatiques de Jean-Marie Le Pen. Donc, j'aimerais bien qu'on contre le no border qui est prôné par la LFI, être pour un contrôle de l'immigration et pour autant être humaniste et pas taxer le RN. Ce discours-là, c'est ce qui fait monter le RN. Les seuls députés du Parlement que j'ai vu applaudir debout avec le RN, c'était les députés de la France Insoumise. Et à peu près toutes les semaines. À peu près toutes les semaines. Quand vous me parlez d'extrémisme, notamment à gauche, je vois qu'il vous attaque. Ça veut dire que vous considérez que la constitutionnalisation de l'IVG qui est venue de nos rangs en proposition de loi, c'est extrême. Je trouve ça extrêmement choquant. Par ailleurs, de quel rang la constitutionnalisation de l'IVG? Ce n'est pas une proposition de loi de notre niche parlementaire. Je le signais déjà en 2012. D'accord, donc c'est une proposition de loi de notre niche parlementaire. Par ailleurs, on joue bien effectivement la question des deux blocs parce que soit vous siégez en non inscrit quand vous serez élu, ce qui me semblerait très bizarre, soit vous siégez dans un groupe parlementaire qui n'a déjà pas réussi à obtenir la majorité en 2022 parce que vous n'avez pas convaincu les Français, et soit vous siégerez dans un groupe minoritaire qui du coup sera obligé de travailler avec le groupe. Peut-être que je peux parler de mes intentions à votre place, si vous préférez. Soit vous travaillerez avec le Front Populaire. Non mais c'est bon. Je peux parler de mes intentions à votre place. Je vous dis que c'est effectivement ces deux blocs qui se jouent sur sa circonscription. Je n'ai aucune difficulté, au contraire, à travailler avec des gens comme Raphaël Glucksmann. Aucune difficulté. Donc nous ne sommes pas des extrémistes. Attendez, je vais vous parler de vous. Ah oui. Je parle pour l'instant de Raphaël Glucksmann. Je crois qu'il y a une grande différence entre Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Mais aujourd'hui, Raphaël Glucksmann fait partie. Vous avez dit quelque chose de très intéressant vous-même quand vous avez ouvert l'émission. Et d'ailleurs, c'est un des slogans que vous avez sur les réseaux sociaux, on s'engueulera plus tard. Moi, vous savez, j'ai siégé au sein de la gauche et j'ai connu ce que c'était que les frondeurs. Et j'ai vu ce que ça provoquait dans le pays, l'incapacité à gouverner, parce que les gens se rendent compte trop tard qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble. Je le dis, je l'affirme, entre un député de la France Insoumise, pour les voir travailler ensemble, essayer de travailler ensemble depuis des années, et un député socialiste de la branche Glucksmann de Place Publique, il y a tellement de divergences que la gouvernance, elle est impossible. On a quand même réussi à faire un programme de 100 jours de gouvernement. Je préférais que M. Glucksmann travaille avec nous plutôt qu'avec M. Mélenchon. Et je crois que je suis pas le seul dans la vous êtes en train de démontrer que les alliances, elles sont contre nature. Très clairement, ces alliances. Oui, ces alliances. Mais bien sûr. Aujourd'hui, moi, je me pose la question de savoir pourquoi le Parti socialiste et la retraite à 64 ans. Le Parti socialiste et le Parti communiste, que je respecte, s'allient avec la France Insoumise et le NPA. Moi, je ne vois pas comment c'est possible au niveau même du comportement. Vous n'êtes pas... même si vous voulez, le résultat des urnes, vous le contestez, vous manifestez dans la rue. Le Parti socialiste ne manifeste pas contre le résultat des urnes. Vous êtes, pour moi, anti-républicain. LFI, NPA, très clairement. Contre le fait que l'extrême droite soit en tête de ces européennes-là. Parce que les Français voient depuis 2 ans, c'est LFI, M. Prévost. C'est pas les écolos, c'est pas les communistes, c'est pas les socialistes. Ce n'est pas le Rassemblement national. Là, vous voyez, vous êtes en train, c'est un petit peu gros. La ficelle, elle est un peu grosse. Non, mais si. Je crois que j'ai commencé largement, et vous n'avez même pas parlé encore aux candidats du Rassemblement national, vous en prenez à moi. Je crois que j'ai commencé par M. Lacroix. C'est déjà bien attaqué. Le bazar à l'Assemblée nationale, auquel assistent les Français depuis 2 ans, et auquel j'assiste moi, et que je déplore, il vient des rangs d'une partie, d'ailleurs pas tous, mais d'une bonne partie, des rangs de la LFI. Parce que c'est révolutionnaire dans l'âme, parce que c'est anticapitaliste, parce que, comme me disait un jour François Ruffin, ce qu'on veut, c'est foutre le bordel, foutre le bazar. Mais je crois que les Français, et notamment dans des territoires comme le nôtre, ils n'ont pas envie que ce soit le bazar. Il y a une différence entre des lignes idéologiques, entre des convictions, et la manière de respecter les institutions et la République. Et la question des valeurs, M. Prévost, la question des valeurs... qui ne me semble pas être un excité de première. Il y a la question des valeurs, et j'ajoute la question de la probité, M. Prévost. On en parlera peut-être tout à l'heure. La probité à Grenoble est un vrai sujet. Je veux bien parler de la probité de votre gouvernement, oui. Pour aller dans le sens de quelqu'un qui est sur votre tract, M. Prévost. Pour aller dans le sens... Madame Martin. On n'est plus dans le débat des idées, on est plus dans le débat des idées, là, vous savez. Oui. Vraiment. Alors, on va rester sur la première circonscription. On fera un débat sur la 3e circonscription très prochainement sur Télé-Grenoble. Non, vous n'y serez pas. Vous pourrez regarder avec plaisir. Mais il y aura effectivement Elisa Martin, notamment, sur ce plateau. Juste pour revenir sur ça, parce que c'est important, chacun est dans son couloir, mais pour gouverner, il faut une majorité absolue, de préférence. Si on en est là, c'est que le gouvernement n'avait pas cette majorité absolue. Aucun de vos 4 partis ou mouvements aujourd'hui, en tout cas sur le papier, n'est capable de l'avoir. Donc il faudra faire des alliances. Nathalie Béranger, vous ne regrettez pas que les LR n'aient pas
réussir en 2 ans à se rapprocher de Renaissance, justement, pour constituer ce bloc qui aurait permis peut-être... Pas du tout, je redis ce que j'ai dit au début de l'émission. Il est clair qu'aujourd'hui, la diversité des partis, c'est une richesse, c'est la démocratie. Et il faut laisser le choix aux électeurs. Aujourd'hui, on a un programme, on a des valeurs qu'on défend depuis longtemps, on a un programme qui s'adapte aussi à l'évolution de la société chez les LR, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je ne vois pas pourquoi on irait s'allier avec un autre parti. Il faut savoir défendre ses valeurs, défendre ses idées et laisser le choix aux électeurs, tout simplement. Moi, je ne veux pas d'alliance avec quelque autre parti que ce soit. On n'est pas dans un... la politique, ce n'est pas ça. L'électeur a le droit de choisir et il faut lui donner le choix. Si on commence à s'allier avec le Renaissance, à s'allier avec le RN, à s'allier... avec le PS, allez, pourquoi pas, j'irai pas... Ah non, LFI, jamais, NPA, jamais. Ah, ce sera un scoop. Mais voilà. Mais pour moi, je considère que le Parti socialiste, c'est un parti républicain. Voilà, tout simplement. Et je ne veux pas d'alliance parce que je veux laisser le choix aux électeurs, tout simplement. Mais ces alliances, elles se feront nécessairement après l'élection à l'Assemblée nationale. Il faudra essayer de trouver... Moi, si je suis élu à l'Assemblée nationale, si vous voulez, s'il y a une proposition de loi qui me convient, je la voterai. Je serai constructive dans tout ça. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis 2 ans. Oui, on a voté des textes avec la gauche, avec la droite. On vote des textes, mais on le voit dans toutes les assemblées. Moi qui siège... énergétique, on vote avec les écolos et les socialistes. Moi qui siège au conseil LFI n'ont jamais voulu voter. De Grenoble. Mais les autres ont réussi à voter. À la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des choses qu'on vote tous à l'unanimité. La réforme des retraites, vous l'avez votée avec qui ? Ok, on peut choper 20 réformes qu'on a votées avec la gauche, jamais avec LFI. La réforme des retraites, jamais vous l'avez avec votée LFI. avec qui ? Même le Ségur de la santé à l'époque, augmenter les salaires des soignants du CHU de Grenoble. Même la CFDT ne vous a pas suivi sur la réforme des retraites. Avec qui l'avez-vous voté ? Parce que derrière, il y a des valeurs, il y a un programme, il y a des idées. Voilà, tout simplement. Et je crois, pardon, parce que c'est pas la démonstration qu'on donne tous les uns les autres sur ce plateau, je propose peut-être qu'on arrive à, et je le fais aussi pour moi, et je crois, ce que j'entends dans la rue en discutant avec les gens, ce matin à Saint-Nazaire-les-Ems, hier à Bernin, c'est une volonté d'apaisement. Ça paraît paradoxal parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, mais au contraire. Nous, responsables politiques ou aspirants responsables politiques, on doit aussi apaiser les gens. Donc on doit aussi leur dire, la situation n'est pas simple, chacun porte une part de responsabilité dans le diagnostic, dans la solution qui a été proposée. Tout le monde est libre de critiquer, mais à la fin des fins, on a un pays qui doit tourner. Et on a un objectif, c'est de faire reculer le chômage, augmenter les solidarités. Alors on a tous des façons différentes de vouloir le faire. Moi, j'ai cru très tôt au dépassement politique, ce que disait Nathalie Béranger, la capacité qu'on a à un moment donné de s'asseoir sur son étiquette politique, mais jamais sur ses convictions. Et c'est pour ça que je fais une différence entre des partis au sein du Front populaire. Je fais une différence notable entre le NPA et LFI d'un côté et les socialistes ou les écolos de l'autre, parce qu'en termes de valeurs républicaines, qui sont pour moi le fondement de l'engagement politique, je les retrouve dans la gauche modérée, mais pas de la même manière que je les retrouve dans la droite modérée, et que j'ai aucune difficulté avec Nathalie Béranger. Si on partageait un dîner, on tomberait d'accord sur un certain nombre de points, pas sur tout, parce qu'il y a des différences idéologiques, mais on y arriverait. J'aurais beaucoup plus de difficultés par essence avec un parti d'extrême droite, parce que la conception que vous avez de la société, de l'Europe, de l'humain, se heurte profondément les miennes. Vous comprenez ? C'est-à-dire que je vous reconnais le droit de vous présenter, mais je me reconnais... Évidemment, je respecte la démocratie. Vos conceptions, vous les avez mis en application pendant 12 ans, et vous avez mis notre pays en état de quasi surendettement. Donc vous avez des convictions humanistes, mais en attendant... On a fait reculer le chômage de 2,5 millions de chômeurs. Oui, à quel prix ? À quel prix d'endettement ? La France est en situation de surendettement. Ça me gêne. Quand dans 2 ans, ou 3 ans, avec le roulement de la dette, on va se taper une crise économique, des finances publiques monstrueuses, à cause des gouvernements que vous avez soutenus pendant 12 ans. Le simple fait qu'il puisse être possible que vous puissiez être doté d'une majorité fait que déjà le secteur économique est en train de geler un certain nombre d'investissements. Le secteur économique va comprendre que notre coalition nationale est là pour redresser le pays, pour redresser les comptes publics après 12 ans d'échecs. Monsieur, vous avez passé la dette publique vos gouvernements fait passer la dette publique de 1 750 milliards à 3 100 milliards. Et vous allez me dire que les milieux économiques ils vont vous trouver crédible. Vous avez quasiment doublé la dette. Dans le pays, je crois, en 2020. Il s'est passé ce même truc dans tous les pays et pas tous les pays ont eu leurs dettes qui ont doublé, monsieur Véran. Nous sommes les cancres de l'OCDE en matière
de dette. Non, monsieur Lacroix, pardon, je ne peux pas vous laisser dire ça. On est les vis-cancres. Oui, on est le bonnet d'argent. On est le bonnet d'argent. 22 millions de salaires à la place des artisans, des PME, des TPE, pour éviter de mettre des centaines de milliers de personnes au chômage. Je l'assume, c'est notre bilan et nous le portons. Mais avant la crise Covid, après la crise Covid, la trajectoire de la dette et des déficits était une trajectoire vertueuse et elle le redit. Ah non, là, elle n'est absolument pas vertueuse. Vous plaisantez. Non, mais vous plaisantez. La trajectoire, non, je suis désolé, la trajectoire de la dette, avec les roulements de la dette, avec les nouveaux taux d'intérêt, dans les 6 années qui arrivent, on va être à 100 milliards de charges de la dette. Pour un budget de l'État qui est de 300 milliards. Vous parlez de crédibilité devant les entreprises. Une entreprise. Monsieur Lacroix, c'est pour ça que vous avez d'ailleurs dans votre programme abandonné la retraite à 60 ans. J'ai entendu M. Bardella régulièrement dire si le Trésor public ne le permet pas, je suis très satisfait que le Rassemblement national, moi je suis les Républicains, vous l'avez compris, d'une tendance très libérale, je suis pour la retraite par capitalisation et je suis heureux que dans la coalition, parce qu'on nous parle de manque de crédibilité, donc le bilan de votre alliance avec le gouvernement d'Emmanuel Macron depuis 7 ans, c'est 10 millions de pauvres. Quelle alliance avec le gouvernement d'Emmanuel Macron? La loi asile immigration a été votée grâce aux voix du Rassemblement national. Honnêtement, c'est si, parce que non, mais c'est pas à l'heure qu'on connaît, avec l'extrême droite au port du pouvoir, considérer qu'entre Macron et Le Pen, il puisse y avoir un lien, c'est grave. Monsieur Véran, à cause de qui elle est au porte aux gens qui manifestent dans la rue samedi dernier. Mais écoutez-moi, non, quelque chose de très chaotique en matière de campagne électorale. Moi, j'en veux vraiment au président de la République. Je suis très en colère contre lui par rapport à ça. Je trouve qu'il a été irrespectueux et irresponsable dans ce qu'il a fait. Sur la dissolution. Voilà. J'ai dit ce que j'en pensais. Tu le sais. Moi, je trouve que vis-à-vis de nous, candidats, une fois qu'on a dit ça, il faut avancer. On fait une campagne en 15 jours pour des élections législatives. Vous voyez un peu le truc, le combat que c'est. Aujourd'hui, l'élaboration des programmes, on n'a pas le temps de débattre d'ailleurs des idées. Vis-à-vis même des organisateurs de grands événements, c'est irresponsable et irrespectueux aussi, parce qu'aujourd'hui, tous les 2 week-ends où il y aura les élections, ça a posé de vrais problèmes. Ça chamboule complètement l'organisation de ces événements. Et puis même vis-à-vis de l'agenda des Françaises et des Français, je trouve ça, aussi irrespectueux, irresponsable, parce qu'ils avaient des week-ends prévus ailleurs, en famille, en mariage, des mariages, etc. Donc je trouve quand même que à ce niveau-là, quand on est président de la République, il faut mesurer les conséquences de ce que l'on annonce. Alors, on les mesurera effectivement le 30 juin et le 7 juillet, les conséquences de cette dissolution qui met la pagaille, comme l'a dit Nathalie Béranger, un peu partout, dans les partis, dans l'organisation aussi des Français. Vous avez évoqué les retraites. Olivier Véran, vous parliez d'apaisement. S'il y a une réforme qui a été loin d'apaiser les Français, c'est la réforme des retraites. L'an dernier, qui a marqué une cassure nette entre votre majorité et puis une grande partie de l'opinion publique. C'était une erreur, cette réforme, Olivier Véran? Moi, je ne juge pas le passé. Je vous dis qu'il était nécessaire de porter une réforme des retraites. Il y avait différentes manières de le faire. Vous l'avez défendu sur tous les plateaux télé. Bien sûr. Est-ce que je vous dis autre chose que ça? Ce n'est pas la première réforme des retraites que je vote. J'ai voté une réforme des retraites qui n'était pas très populaire, portée par le gouvernement. J'étais député socialiste à l'époque, sous François Hollande, qui aujourd'hui a la bannière Nouveau Front Populaire. Donc ça veut dire que finalement, il y a une grande différence entre être dans l'opposition et être en responsabilité. C'est que quand vous êtes dans l'opposition, ça coûte pas cher en fait, de faire des promesses, d'annoncer qu'on va tout changer, que tout ira bien, de distribuer de l'argent fictif qui n'existe pas. Mais quand vous êtes aux responsabilités, que vous soyez de gauche ou que vous soyez de droite, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des décisions qu'il faut prendre qui sont parfois impopulaires. Peut-être qu'on l'a mal expliqué, peut-être qu'on a mal concerté, peut-être qu'on aurait pu faire différemment. Mais une réforme pour équilibrer les retraites, et les habitants de cette circonscription qui sont retraités savent au moins pouvoir compter sur des pensions qui non seulement ne baissent pas, mais qui augmentent année après année. Donc on a stabilisé un système qui était très déficitaire et déséquilibré. J'entends qu'on puisse ne pas être d'accord avec la manière dont nous l'avons fait. Gouverner, c'est choisir. C'est pour ça d'ailleurs que les électeurs sont amenés à se prononcer. Est-ce que ça n'aurait pas été plus cohérent, juste après je vous donne la parole, pour rebondir sur ce que Nathalie Béranger disait, de dissoudre à cette époque, il y avait les 2 tiers à peu près des Français qui étaient contre, que de dissoudre là au mois de juin, quand 30% des Français votent pour le Rassemblement national? Je suis pas fanat de dissolution en général, et je veux bien vous redire pour la 3e fois que je ne suis pas en particulier fanat de cette dissolution en ce moment, clairement. Donc voilà, maintenant, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, le 30 juin, les habitants de la Circo, ils vont devoir voter pour celui ou celle qui les représentera au Parlement. C'est une élection qui est à 2 tours, mais en fait, le premier tour va être absolument
déterminant. Et le Premier ministre l'a rappelé ce matin en conférence de presse. Les choses vont vraiment se passer le 30 juin. Donc il faut voter utile. Moi, je refuse l'idée qu'il puisse y avoir deux blocs qui s'opposent, l'extrême gauche et l'extrême droite. Je vous dis qu'on a une diversité politique et que je crois, encore une fois, qu'on peut être puissant dans la façon de réformer sans être forcément radical dans les idées et borderline sur les valeurs. Hugo Prévost, sur cette réforme des retraites, vous avez été clair. Moi, j'aimerais quand même dire un mot, c'est qu'aujourd'hui, cette réforme des retraites nous coûte 5 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un transfert sur les comptes sociaux de chômage et d'assurance maladie, et c'est tous les chiffrages que nous a fait notamment l'économiste Michael Zemmour. Donc vous nous avez dit que vous alliez... Oui, économiste. Oui, mais je sais, mais c'est un économiste qui vous est... C'est pas le même Zemmour. Qui est responsable... Oui, pas du tout. L'économiste lyonnais. Non, qui est responsable de l'école d'économie de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc je pense que c'est une université... Mais son courant idéologique néo-keynésien, post-keynésien n'est Ce que je dis, c'est que cette réforme coûte aujourd'hui 5 milliards. Bon, on pourra en discuter. Sur la question de la concertation, moi, il me semble que quand même la CFDT s'oppose à une réforme, quand ça pose autant de débats dans le pays, qu'on gouverne avec cette méthode autoritaire, parce qu'on impose une réforme, et ben c'est aussi habituer nos concitoyens et nos concitoyennes à une absence de démocratie qui fait le lit de l'extrême droite, et c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure, et ce que je trouve extrêmement dommage. Expliquez-moi, je vous en prie. Devant vous, en fait, je pense qu'on doit corréler la parole aux actes. On peut reprocher au président de la République d'avoir fait la réforme, mais pas de ne pas l'avoir annoncé, puisqu'il l'avait annoncé. Il n'a pas été élu pour ça, mais il l'avait annoncé. Il n'a pas eu la majorité à l'Assemblée pour ça également. Même si vous deviez gagner demain les élections, et même si Jean-Luc Mélenchon était Premier ministre, que je ne souhaite évidemment pas, je veux bien être réinvité sur ce plateau pour qu'on puisse regarder comment vous aurez ramené la retraite à 60 ans. Comme vous le promettez aujourd'hui aux Français. Parce que ce que nous écrivons dans le programme, c'est l'abrogation de la réforme et tendre vers la réforme à 60 ans. Donc c'est plus la retraite à 60 ans. Moi, ce que je vous ai dit, hier, et ce qui est très clair... C'est votre conviction à vous. Ma conviction... Vous êtes député. Vous avez une proposition de loi mise par la frange de la France Insoumise, du nouveau Front Populaire, qui aura cessé de faire convergence pendant les élections et qui maintenant se tape dessus à l'Assemblée, comme c'est le cas depuis 2 ans. Donc vous faites dans la voyance, maintenant, c'est intéressant. Non, c'est en fait les mêmes causes produisent les mêmes conséquences et vous avez les mêmes castings. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on se tiendra au programme. Vous votez les 60 ans ou pas ? Mais nous, on verra bien si c'est finançable, et si c'est finançable, je le on verra bien quand on va devant les électeurs, c'est pas terrible. Il vaut mieux arriver avec des idées claires et les assumer. Nous savons que nous pouvons abroger d'ores et déjà aujourd'hui, dès que nous arriverons au pouvoir, la retraite à 64 ans pour revenir à 60 ans, et ensuite nous ferons les calculs pour tendre vers 60 ans. Pour revenir à 60 ans, exactement. À 62 ans. Vous calculez après avoir réformé. Non, je vous le dis. Nous abrogeons la retraite à 64 ans pour revenir à 62 ans, et ensuite nous calculons pour tendre vers 60 ans. C'est ce qui est exactement marqué. Moi, j'ai fait une campagne il y a 2 ans. D'accord. Face à votre suppléante aujourd'hui, qui sur ce plateau me disait la retraite à 60 ans, c'est ça qu'on va faire. Et là maintenant vous me dites, on n'a pas calculé, on verra quand on sera élu. Si. Mais moi je vous le dis, moi je me tiens. Ça coûte combien aux Français en impôts ? C'est dangereux quand même d'annoncer des chiffres. Ça coûte combien en impôts aux Français ? De quoi ? La réforme à 64 ans ? Non, la réforme passée à 60 ans la retraite. Mais vous avez annoncé 50 milliards de hausse d'impôts sur 100 jours. Nous avons baissé de 60 milliards les impôts sur 7 ans. Vous avez baissé. Ça veut dire que vous pensez avoir une majorité dans la population pour augmenter les impôts de plusieurs milliers d'euros par personne. Pour les plus riches, nous allons faire une réforme fiscale qui supprime les niches fiscales injustes de 60 milliards. Nous allons remettre l'ISF, ce qui va nous permettre de gagner 12 milliards. Nous allons mettre une CSG progressive qui va chasser les détenteurs de capitaux. Non, nous ferons l'impôt universel comme les États-Unis. Mais comme je vous ai déjà dit, mettez-moi le système fiscal américain dans son intégralité. Je soutiens vos propositions. Nous allons mettre l'impôt universel. Si vous voulez de la solidarité, il faut de la richesse aussi. Oui. Parce que c'est la richesse qui finance la solidarité. Vous savez comment est produite la richesse ? C'est un équilibre, tout ça. C'est de la consommation populaire. Non, on parle de l'accumulation de capital. C'est l'accumulation du capital qui produit de la richesse, monsieur. Je pense qu'il faut gommer la différence entre les plus riches et les plus pauvres aujourd'hui, parce que c'est vrai que le fossé s'est creusé. Là, je suis d'accord avec ça. Mais il ne faut pas faire partir la richesse de notre pays, parce que c'est elle qui finance la solidarité. Tout à fait d'accord. Il faut passer à 14 tranches d'impôts. Toutes les personnes qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois payeront moins d'impôts avec le programme du nouveau Front Populaire. Ceux qui gagnent plus payeront plus d'impôts, et ceux qui gagnent plus de 20 000 euros par mois payeront beaucoup plus. Impôt universel. C'est pas les salaires qui taxent davantage, M. Prévost, c'est la rente. Ce sont les actionnaires. Non. Oui, ça, on peut y aller. Mais bien sûr, mais c'est ce que vous avez jamais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. À l'heure, après, vous dites que vous êtes crédible devant les chefs d'entreprise. Mais vous dites qu'il faut taxer le capital. Je vous dis mes convictions. Et donc nous ferons. Ma conviction, c'est qu'il faut mieux répartir la richesse entre les dividendes et les salaires, et que tout ce qui vise à taxer les gens parce qu'ils gagnent de l'argent. Vous savez, j'ai bien connu ça. J'ai connu le ras-le-bol fiscal sous Hollande. Vous vous en souvenez peut-être.
Moi, j'ai connu. Hollande, du coup, quand vous étiez son ami avant qu'il devienne ami de monsieur, c'est ça? J'ai connu le. Ouais, moi, j'ai toujours été. Décidément, tout le monde a renié son étiquette politique, sauf moi. Donc, c'est vrai, Nathalie. Formidable. Et l'air, attendez, je termine là-dessus. Moi, j'ai connu le fameux ras-le-bol fiscal. C'est-à-dire que quand François Hollande avait décidé d'augmenter les impôts, alors beaucoup moins que ce que vous promettez de faire en 100 jours, lui, il l'avait fait en 3 ans, et c'était l'explosion sociale dans le pays, au fond. Et le ras-le-bol fiscal, ça avait fait quoi? Augmenter le chômage. De fait, on était à 10% et demi de chômage, on est à 7 aujourd'hui. Donc bizarrement, on collecte mieux l'impôt, on lutte mieux contre la fraude. Baisser le chômage de allez catégorie taxer les salaires, allez créer 14 tranches d'impôts, mais pardon. Et vous avez augmenté le chômage pour les catégories B et C. Ce que vous avez exactement fait, c'est que vous avez mis tout un tas de gens dans des travaux précaires, à mi-temps, à jongler entre 3 à 4 emplois. Et d'ailleurs, vous savez qui ça touche en premier lieu? C'est les femmes. Allez voir Innovalet, expliquez-leur que vous allez augmenter les impôts. On est déjà un des pays les plus fiscalisés. Ce qu'il faut, encore une fois, la redistribution, elle doit s'entendre entre l'actionnariat et le salariat. Mieux répartir l'impôt. C'est exactement ce que nous allons faire. Avec 14 tranches d'impôt, c'est plus une répartition, là. Ça s'appelle une segmentation. Non, ça s'appelle une usine à gaz, M. Prévost. Et à la fin, tout le monde est perdant. Permet de gagner plusieurs milliards. C'est une augmentation des recettes fiscales de l'État de 123 milliards. Et je pense que votre gouvernement n'est pas très bien qualifié pour nous faire des leçons en économie. Ah bon? Ah bah oui. Le chômage est à combien aujourd'hui? Vous connaissez le taux de chômage dans votre circonscription? Le taux de chômage de la circonscription, non, je ne le connais pas exactement. On est en plein emploi depuis 10 ans. Très bien. Donc on était même en plein emploi avant le quinquennat de Macron, mais je peux vous dire ça s'est encore renforcé. On a du mal à recruter dans cette circonscription. Il y a 10 millions de pauvres aujourd'hui, il y a des personnes qui sont... Vous allez casser la machine industrielle. Certainement pas. On ouvre plus d'usines en France qu'on en ferme. C'était pas arrivé depuis 20 ans. Ça fait 2 ans qu'on ouvre plus d'usines. On est le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Vous allez casser cette dynamique dans cette circonscription. Parce que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, la situation économique du pays est flambante. J'entends encore votre autosatisfaction, vous avez tout réussi, vous êtes tout bien, et c'est pour ça qu'il y a une dissolution. Vous l'avez préparé, mais c'est pas ce que j'ai dit. Je suis désolé de vous décevoir. Vous n'avez pas dit ça. Vous voyez la manière dont vous parlez? On a fait reculer le chômage, on a fait ci, on a fait ça. C'est vrai. C'est vrai, excusez-moi, monsieur Véran. On a fait reculer le chômage, on va quand même pas. S'il y a une chose qu'on a réussi, c'est ça. Si c'était vrai, monsieur Véran, vous vous inquiéterez pas que demain, il y ait peut-être une majorité de la coalition nationale au pouvoir. Si c'était si vrai, les gens, ils revoteraient pour vous. Mais c'est pas à cause du taux de chômage dans la circonscription que les Français de la ruralité, que les Français dans certaines villes votent Rassemblement national. L'économie, vous avez mis l'engrais dans l'économie pour la planter. Là, on est sur une trajectoire absolument hallucinante. Vous voyez, ça, je vous l'ai déjà dit. C'est la méthode RN. La méthode RN. Ça veut dire que tout va mal. Il y a des choses qui vont mal dans notre pays. On a parlé hier de la pauvreté. Il y a de la pauvreté dans notre pays. Il y a des inégalités, comme Nathalie vient d'en parler. Il y a des problèmes dans notre pays avec les services publics. Il y a des choses qui vont pas bien et qu'il faut renforcer. Mais il y a des choses qui vont bien dans notre pays qu'il faut pouvoir aussi mettre en avant. On n'est pas obligé de se flageller en permanence. Mais non, vous vivez de la misère des gens. Pardon, excusez-moi, je vis de la misère. Vous vivez sur l'idée de la misère des gens. Vous vivez sur l'illusion qu'il n'y a pas de misère, que notre pays va mal, qu'on a explosé dans le monde et dans l'Europe, qu'on est dominé par tout le monde, etc. Non, ce n'est pas vrai. On est en déclin. Il y a de la misère dans notre pays, mais notre pays n'est pas un pays de misère. Il y a trop de misère. Je suis d'accord avec vous, et c'est parce que je veux pérenniser le fait qu'il ne soit pas un pays de misère. Alors, je voulais entendre Nathalie Béranger là-dessus, notamment, et je rebondis sur ce que vous disiez juste avant, réduire l'écart entre les plus pauvres et les plus riches. Ça veut dire que vous, les RR, porteriez une augmentation aussi des plus bas salaires? Oui, bien sûr, parce que, alors je ne donnerai pas de montant, parce que voilà, je ne veux pas m'avancer sur un montant sans savoir s'il est réaliste ou pas, clairement. Mais moi, j'estime, et comme je suis une élue locale, donc je rencontre les gens au quotidien, aujourd'hui, je m'aperçois qu'une personne qui se lève 5 fois par semaine pour aller travailler et gagner le SMIC à 1 300 €, ce n'est plus viable. Tout simplement parce que la personne qui a un loyer, parce que l'inflation avec l'augmentation des denrées alimentaires, avec l'augmentation des factures énergétiques, aujourd'hui, cette personne, elle ne peut plus vivre. Ou en tout cas, elle paye ses factures, mais elle ne peut plus avoir de loisirs, tout simplement. Elle ne peut plus payer de loisirs et de vacances. Donc, je pense que ça, c'est un vrai problème. Donc, moi, je diminuerais les charges salariales pour augmenter le salaire des salariés, tout simplement. Moi, je pense que ça, c'est une chose qu'il faut faire. Il ne faut pas que ce soit les entreprises qui supportent cette augmentation du SMIC, naturellement. Exactement. Mais, et puis, derrière, on aura forcément moins de chômeurs. Parce que, je vais vous dire, moi, aujourd'hui, les gens, on leur propose un emploi, ils n'y vont pas. Pourquoi ils n'y vont pas? Parce que le salaire est trop bas, tout simplement.
Donc, si on augmente le salaire de base, je pense qu'on aura moins de chômage. On va augmenter et je pense le salaire que c'est net et brut. Ça sera gagnant-gagnant. Pour permettre aux gens de se soigner et de payer la sécurité sociale. Vous oubliez à chaque fois, la prime d'activité. J'ai regardé, c'est 9 millions de Français qui touchent la prime d'activité. 9 millions de gens qui sont en des bas salaires. Quelqu'un qui est à 1300 euros, mais non, quelqu'un qui est à 1300 euros, il est quasiment à 1600. Quelqu'un qui est à 1600, il est à 1800. Olivier, donc, la prime d'activité, c'est plusieurs centaines d'euros. Je ne peux pas te croire parce que j'ai des personnes qui me montrent leur... Non, mais même si elles ont des aides 9 millions de salariés sont accompagnés par l'État par un dispositif qui a été créé il y a quelques années, que nous avons renforcé, qui est plébiscité par ceux qui en bénéficient, qui s'appelle la prime d'activité. Ça ne solde pas le débat sur le SMIC. Je suis juste en train de vous dire qu'au-delà du salaire, il y a une aide de l'État qui s'appelle la prime d'activité que 9 millions de Français touchent. Il y a aussi la prime Macron qui est une aide de l'entreprise. Il y a plus de 2 millions de Français qui la touchent. Nous montons le plafond à 10 000 euros. Ce sont des primes qui, pour le coup, sont sans impôt, sans charge et sans cotisation. Donc ça permet à des salariés aussi d'avoir une hausse de salaire. Je discutais ce matin avec un boulanger de la circonscription, je tairai l'identité de la commune. Avec un boulanger oui, en fait, ça s'appelle une campagne de terrain. C'est pas mal. Comme ça, ne vous inquiétez pas. Et ce boulanger me disait, de toute façon, mon sujet, parce que je lui parlais de la hausse du SMIC, il dit, de toute façon, mon sujet, c'est que pour recruter aujourd'hui, je ne peux pas les payer à 1300 ou même à 1500 ou à 1600 euros. Bon, parce que nous sommes dans un territoire de plein emploi où, de toute façon, il y a une telle tension pour recruter. Diminuer les charges salariales, Olivier. On a supprimé, c'est pas aux entreprises ni de charges sur les feuilles. Ni aux artisans commerçants de les payer. Je suis assez sensible à l'idée que le fondement de notre sécurité sociale, c'est chacun cotise en fonction de ses moyens et il reçoit en fonction de ses besoins. Donc on ait encore un système de cotisation directe pour la sécurité sociale à travers les salaires, me semble juste. Ça n'empêche pas de réguler ce qui doit l'être. On a réduit les cotisations des salariés depuis 7 ans. On a supprimé quand même 2 lignes sur la feuille de paye. Moi, j'ai qu'une question à te poser. Est-ce que tu penses que les gens vivent bien aujourd'hui ? Non, alors déjà les gens n'ont pas le moral, et ça c'est pas quelque chose qui est nouveau. Non mais moi je parle du porte-monnaie simplement. Oui, moi je fonctionne toujours avec la bien démarche de diagnostic. Est-ce que les gens vont bien, est-ce qu'ils se sentent bien ? La réponse elle est non. Est-ce que les gens se sentent bien pour des raisons de pouvoir d'achat ? Pour une partie de la population, oui. Il y a une partie de la population qui a moins de problèmes de pouvoir d'achat, une partie qui serait surtaxée par la LFI et qui dit quand même qu'elle ne se sent pas bien aujourd'hui dans le pays. Donc si tu veux, quand on fait de la politique publique, au niveau national comme au niveau local, on essaie d'identifier toujours les leviers d'action pour que les gens croient. C'est pour ça que je combats les discours qui sont des discours hyper démoralisateurs, comme le chômage et la dette, machin. Alors qu'en réalité, il y a des segments de notre activité, de notre économie qui vont mieux qu'avant. Ça ne veut pas dire que tout va bien, au contraire. Allez voir un entrepreneur. Les gens qui galèrent pour faire leur plein d'essence, j'en ai vu. Allez voir un entrepreneur. Dans leur boulot. Mon premier job, c'était être soignant de nuit en EHPAD. Je touchais 1 200 euros par mois. C'était le travail le plus dur que j'ai fait. Bien sûr. Mais c'est pas normal qu'aujourd'hui, ils ne puissent pas aller au restaurant une fois par mois, qu'ils ne puissent pas aller au cinéma. Ce n'est pas normal quand on travaille de pouvoir payer que ses factures et son loyer. Je suis totalement d'accord. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Ce sont les premières lignes de la pandémie. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut taxer les plus riches. Pendant la pandémie qu'on a applaudi et qu'ensuite tout le monde a plus ou moins oublié. Donc bien sûr, je suis pour les soutenir, évidemment. Et les réformes qu'on fait sur le chômage longue durée, sur le RSA, sur l'apprentissage, sur la prime d'activité, toutes ces transformations du marché de l'emploi qu'on fait visent à permettre de vivre de son travail. Sur ce que vous avez dit, Alexandre, on essaie d'avoir des propos démoralisateurs, mais non, c'est des propos de réalité. Vous dites, je connais les chefs d'entreprise. Imaginez un chef d'entreprise qui va voir son banquier. Son banquier lui dit, écoutez, monsieur, vous êtes surendetté, je crois que vous allez devoir passer en commission de surendettement. Et vous répondez, mais non, pas du tout, c'est démoralisateur. Mais pourquoi vous me dites ça ? J'ai envie de continuer de consommer, j'ai envie de continuer d'investir, donc continuez à me prêter. C'est exactement ce que vous venez de faire. Moi, je ne cherche pas à démoraliser les gens. Moi, je ne cherche pas à avoir le négatif. Au contraire, c'est parce que j'aime ce pays, j'aime ce territoire. C'est un territoire, vous l'avez dit, riche en entrepreneurs, riche en artisans, riche en commerçants, que vous arrivez en essayant de jouer la carte de la crédibilité. Je ne suis désolé, vous n'êtes pas crédible. Votre bilan, le bilan des gouvernements, le bilan des gouvernements que vous avez soutenus est tout sauf crédible. 1 750 milliards en 2012, 3 100 milliards de dettes maintenant. Vous pourrez me dire le Covid, il y aurait eu 2 500 milliards de dettes. Bruno Le Maire qui nous explique qu'il a sauvé l'économie française alors qu'on a 5,1% de déficit du PIB. Je suis désolé, vous n'êtes absolument pas crédible. Je vous rappelle que vous portez les couleurs d'un candidat qui annonce que la totalité des nouvelles recettes fiscales qu'il ferait s'il était élu pour réduire la dette repose dans la lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude, c'est très bien. Je vous rappelle que la France est le pays qui est visité par à peu près tous les représentants de l'OCDE pour voir comment est-ce qu'on arrive, nous, à récupérer de la fraude. Mais nous la menons. De la fraude sociale. Attendez, pardon. Non, mais c'est très bien. C'est très bien.
vient pas. 45 milliards, vous les sortez d'où en fait? C'est du chapeau. La fraude sociale, bien sûr. Les économistes chiffrent cette fraude sociale Les au économistes maximum, si elle existe, chiffres. à 6 milliards maximum. Les La économistes fraude atterrés de fiscale, elle monte à 80 Les milliards. économistes atterrés de gauche chiffrent. Non, mais surtout, vous pouvez vous agiter. Je mets la Pour note de bas de autant, page, moi, je vous viens suis le là. chiffrage. Il y a un autre élément, c'est que votre programme économique, surtout, il se fait avec une stratégie de préférence nationale. Je vous laisserai aller dans les écoles, aller expliquer pourquoi est-ce que le petit camarade, il n'a pas pu manger à midi parce que ses parents ou ses grands-parents, ils n'ont pas la bonne nationalité, etc. Oui, non mais exactement. Quand on parle de préférence nationale, parce que c'est la base, parce que c'est la base de votre programme, notamment à Grenoble où nous sommes une terre d'accueil, où nous ouvrons aux immigrés, et nous permettons à tout le monde de vivre décemment. Le cadre de vie est fortement dégradé. Mais non. Mais il n'y a aucun lien, bien sûr. Ah bah oui. Bien sûr. Alors, 40% des entreprises de la circonscription étrangères sont des entreprises qui investissent en ce moment beaucoup. La préférence nationale, au-delà de la question des valeurs sur laquelle je rejoins complètement, alors je ne rejoins pas du tout votre ligne sur l'immigration, mais je rejoins la ligne humaniste et la solidité vis-à-vis de ces valeurs-là, mais l'impact économique, la circonscription, je ne sais même pas comment vous pouvez aller voir un chef d'entreprise ici pour lui dire que vous voulez la préférence nationale. En fait, vous tuez la branche sur laquelle vous êtes assis. Il a besoin d'ingénieurs spécialisés qui viennent d'autres pays. Il ne va pas être concerné par cette mesure, vous le savez bien. Donc vous faites le tri. Vous allez faire un petit tour en préfecture, vous allez dire, alors, qui est ingénieur nucléaire capable de travailler dans les... Non, ça ne marche pas comme ça. Mais non, mais le médecin algérien que j'ai aidé hier pour qu'il ait un titre de séjour parce qu'il allait être expulsé... Ça ne marche pas non plus, je crois. Donc ne me faites pas de leçons sur ça ne marche pas ou ça marche. Vous pouvez trouver que je suis vieux, dépassé, ce que vous voulez, mais j'ai un peu d'expérience dans ce domaine. Et les gens que j'accompagne, les associations que j'accompagne, je vous assure que la réalité, telle que nous la rencontrons sur ce territoire, en tout cas, n'est certainement pas ce que vous décrivez. Et vous n'allez pas pouvoir faire une préférence nationale et c'est pas la foire fouille des gens, ça ne marche pas comme ça. Qu'on intègre les gens sur la base des valeurs, qu'on éduque mieux, qu'on accompagne mieux, qu'on pense davantage de logement. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 12 ans pour intégrer, assimiler les vagues migratoires qui sont venues? On dédouble les classes, à Tesser, par exemple, ça marche très bien pour les enfants, en fait. On réduit les inégalités. Monsieur Véran, combien est-ce qu'il y a d'étudiants qui sont actuellement en train d'étudier à l'université Grenoble-Alpes qui attendent leur titre de séjour actuellement? Il y en a pas mal. 500 que nous accompagnons au quotidien, qui veulent faire leurs études, qui veulent continuer, qui veulent travailler derrière en France. Pas mal en fait. Même des associations qui nous soutiennent. Oui, mais vous avez été porte-parole d'un gouvernement qui n'a rien fait. Quand il faut... Alors, vous avez fait la loi asile-immigration, monsieur. Mais on est à 200 000 hébergements d'urgence dans notre pays. On était à 120 000 sous Hollande. Enfin, pardon. Dites, ça va pas assez loin. Non, j'accepte que vous disiez, nous, on est nos borders. Tout le monde vient, immigration climatique, etc. La question, c'est pas nos borders, il faut permettre... Assumez votre ligne, mais ne dites pas qu'on fait du RN parce qu'on est en train d'essayer de mieux contrôler l'immigration de manière à ce que les gens soient accueillis dans de bonnes conditions. Lutter contre c'est une nécessité, il faut pouvoir accueillir les gens dans de bonnes conditions, il faut qu'ils puissent avoir un logement, un emploi, enfin, il ne faut pas accueillir tout le monde comme ça et puis créer des squats dans les villes. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui veulent rentrer? On les renvoie à la mer? C'est-à-dire quoi? On ne peut pas accueillir tout le monde? Mais c'est le discours. On va tous les faire ça. Ça, c'est du discours extrémiste. On est tous humains, me semble-t-il, autour de la table. C'est bien pour ça que je dis qu'il faut deux choses. À la fois empêcher les causes qui font que les gens se sentent arrachés de leur terre, la paix dans le monde, lutter contre la crise climatique, ça va être le premier facteur de mouvement des populations dans les prochaines années. Et une fois que les gens sont là, il faut s'organiser pour les accueillir. Vous savez, moi j'ai appliquer les OQTF. Non, attendez. Moi j'ai grandi. C'est des décisions des préfets de la République. Il faut quand même appliquer les OQTF. C'est quand même le minimum. Moi, ce que je vous dis, c'est que moi, par exemple, j'ai grandi à l'école Chaurier-Beria où on s'organisait, où les familles, elles devenaient parraines et marraines des familles d'immigrés pour les aider à s'intégrer, à faire les papiers, etc. C'est ça la solidarité qui maille notre territoire. Marche bien. Pourquoi des gens, tout d'un coup, sur 20 ans, se sont dit on va aller voter à l'Assemblée nationale, c'est ce que vous décrivez, et ce que vous décrivez aussi d'ailleurs, marchez bien. Expliquez-moi, ils sont bêtes? Ils n'ont pas la même perception empirique? Peut-être le fait que vous racontiez n'importe quoi en permanence sur les plateaux et que votre ami Bolloré, vous êtes quand même pas mal. C'est Vincent Bolloré, il a appelé tout le monde, il a dit allez maintenant vous avez tous voté à l'Assemblée nationale depuis 2002. C'est ça. Je pense qu'il y a une petite cause quand même. Il y a un vrai problème de sécurité, il faut être clair. Voilà, c'est pour ça que les concitoyens votent Rassemblement national. Un vrai problème de sécurité. Moi, je le rappelle, je l'ai dit hier sur un autre plateau, une gamine vient de se faire violer, frapper. Elle avait 12 ans. Elle a 12 ans. Et par 3 jeunes garçons de 13 ans. Parce qu'elle était juive, parce qu'elle est juive. Enfin, moi, c'est une abomination. Oui. Et ça...
ça en dit long sur la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que peut faire un député, un législateur sur ça, les faits divers Hugo Prévost, les délinquants qui ont commis les criminels, pardon, qui ont commis cet acte ignoble. Quelle est votre réponse face à ces criminels? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, il y a deux choses. Moi, j'aspire pour moi, ce n'est pas qu'un fait à être député, mais en tant que député, vous pouvez porter des propositions de loi. Qu'est-ce que vous espérez pour je tiens à préciser ça, c'est qu'en tant que législateur, je suis particulièrement en tant que législateur, je ne vais pas être juge. D'accord. Il me semble que ça tombe sous le coup de la loi, qu'il faut que ça soit puni extrêmement sévèrement. Et qu'il n'y a rien. Sévèrement pour vous, monsieur? On regardera ce que propose la loi et effectivement, on verra. Ensuite, ce sont des mineurs, donc il faut prendre en compte ces différents éléments, ce qui ne veut pas dire que ça justifie en aucun cas cette horreur. Je pense que les magistrats sont largement assez à même pour juger, pas vraiment, pour voir. Mais... De quoi ils ne sont pas vraiment? Vous mettez en doute 30% de la syndicats membres qui sont d'extrême gauche, c'est quand même assez problématique. Mais moi, je voudrais savoir, substantiellement, c'est quoi pour vous le mot sévérité? Parce que vous avez dit, je vous suis, il faut de la plus grande sévérité vis-à-vis de ces criminels. Vous proposez quoi comme peine? Mais comme... vous allez être législateur. Oui, mais d'accord. Le juge va appliquer les lois que vous allez voter. Oui, mais les lois, elles existent déjà. Vous allez me dire que ce crime-là ne tombe pas sous le coup de la loi actuellement? Évidemment qu'il tombe sous le coup de la loi. Mais est-ce que vous voulez qu'il tombe sous le coup de loi plus forte ou pas, par exemple? On regardera ce que... Est-ce qu'il faut augmenter les lois pénales face à ce type de crime? Est-ce qu'il faut être plus fort? Est-ce qu'il faut frapper ferme? Est-ce qu'il faut frapper ferme? Est-ce qu'il faut frapper ferme qui? C'est criminel. Il me semble beaucoup plus fort que la perpétuité. Voilà. J'en pense qu'il faut se revenir à ça. Il faut surtout qu'il y a des partis, un parti, et vous en êtes issu, LFI, NPA, qui attise la haine. Moi, je suis désolée, il y a aussi ça. Donc, c'est pas le Rassemblement national qui, dans notre pays, attise la haine. Vous attisez la haine aussi, en faisant des choix Palestine. Le Rassemblement national n'a pas chassé Raphaël Glucksmann d'une manifestation. Vous savez, quand même un vrai problème. J'en profitais, dans les années 30, Léon Blum, il se faisait chasser une manifestation, donc porteur du Front populaire, par l'Action française d'extrême droite. Aujourd'hui, le représentant de la gauche démocrate modérée, Raphaël Glucksmann, se fait chasser de manifestations par des antisionistes d'extrême gauche. C'est ça la différence fondamentale entre le Front populaire originaire et le pseudo-Front populaire d'aujourd'hui. Alors, n'importe quoi, c'est factuel. On ne va pas remonter aussi loin dans le temps. Olivier Véran. Nathalie Béranger souligne le drame qui touche cette famille et qui touche tous les Français. Et au fond, je crois qu'on doit être modeste. En fait, on est tous mis sous tension par cette situation. Parce qu'on parle d'une petite de 12 ans qui est agressée dans des conditions les plus atroces qui soient par des gamins de 13 et 14 ans. Et en fait, on est tous très en difficulté face à cette situation. Parce qu'évidemment, on veut qu'ils payent, les gamins. Évidemment, on veut comprendre comment un gamin de 13 ans peut arriver à violer avec deux de ses copains une gamine de 12 ans en la traitant de sale juive ou en tout cas avec des propos antisémites. On se dit comment c'est possible. Moi, j'ai un enfant qui a cet âge-là. Je ne peux pas imaginer une seconde que une chose pareille puisse se produire. Or, ça se produit. Et on voit un rajeunissement de la criminalité. Et on voit des difficultés, des tensions plus importantes dans la manière dont des enfants, avec des conditions d'éducation peut-être déplorables, en tous les cas, qui posent des problèmes dans la cité et des problèmes de plus en plus intenses. Et face à cela, il faut qu'on se pose la question de réarmer le code pénal sur la justice des mineurs. Et je vous dis ça avec le déchirement dans le cœur. Pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt ? Parce que le projet de loi, il est sur la table. En fait, il a été présenté en Conseil des ministres. Il est présenté en Conseil des ministres. Il y a un peu de concertation sur un sujet, je crois, aussi profond que celui-là. Parce que, vous savez, vous pouvez vous mettre... Évidemment, d'un côté... Vous êtes médecin, il vaut mieux prévenir que guérir. Là, vous n'êtes pas à la hauteur du débat, là. Pardon, sur ce sujet-là. Je crois qu'on peut tous être modestes et considérer que quand on parle de gamins de 13 et 14 ans, on est tous sous tension, monsieur Lacroix. On est tous sous tension. Parce que si je vous montre l'image d'un gamin de 13 ans qui est derrière les barreaux pendant 5 ans, votre petit cœur, il va battre. Et quand je vous montre une gamine de 12 ans qui a été agressée, évidemment aussi. Donc il faut punir, il faut trouver la manière de punir, et il faut trouver la manière de prévenir cette criminalité des enfants. C'est de ça dont on est en train de parler. On est très loin du sujet, pardon, de la vague. Comment on a pu en arriver là ? Moi, je pense que c'est une vraie question. Donc on doit être modeste, Nathalie Béranger, et c'est pour ça que moi, quand il y a des partis qui ne parlent que des origines, blanc, noir, enfin, je trouve ça, en fait, vous mettez le doigt sur ce qui nous différencie par nos origines. Souvent, moi, quand j'entends votre patron, là, Jean-Luc Mélenchon, c'est ça. Attendez. C'est nos origines. On va sur des sujets comme ça, sociétaux. Et je trouve ça, c'est pas le débat politique, ça. Et forcément,
on peut pas. Vous mettez pas le doigt sur ce qui nous rassemble en fait. Mais hier, vous avez commencé le débat en me parlant des Français de souche. Pardon, je vous ai répondu. C'est votre patron qui dit ça. Je vous ai dit, je ne connais que la communauté nationale. Et il me semble que cette question-là est assez... Votre patron, il dit quoi? Ceux qui s'appellent les Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Je suis française de souche. Non. C'est une réalité. Non, personne n'est... Non, mais dans ce cas-là... Est-ce que je vous pose un problème? Je vous ai posé la question hier. Alors, je vous réponds la même chose. Pourquoi vous allez sur des sujets comme ça? Je vous réponds, je ne connais qu'une seule chose. C'est la communauté nationale. Et il me semble que effectivement, cette question-là, et moi je ne connais qu'une seule chose, c'est la communauté nationale, quel que soit son degré d'origine, de je sais pas quoi, etc. C'est la seule chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que ce sujet-là est extrêmement éloigné de l'horreur absolue que nous avons vue, dont nous avons pris connaissance à Courbevoie il y a quelques jours. Et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger dans cette situation. Et effectivement, quand on parle de mineurs et quand on parle de crimes racistes et tout ce qu'on a vu hier, il faut rentrer dans la complexité du débat et il va falloir qu'on prenne le temps, effectivement, de voir. On a un pays laïque et aujourd'hui la religion prend le dessus et c'est pas bon du tout. Quand on vient d'un territoire comme le nôtre, dans lequel Lady Guerre a exercé, je sais très bien que la laïcité est un facteur de paix et qu'il ne faut pas qu'il y ait de tension entre les communautés religieuses. Donc effectivement, nous allons voir qu'est-ce que propose le code de sécurité. Vous ne pouvez pas nier que dans la campagne européenne, le côté des tensions religieuses, ça a été aussi amené par votre camp politique. Voilà. Avec une instrumentalisation, avec des tweets, avec des propos qui ont été pas les vôtres. Je ne vous connais pas, mais je doute pas de quoi que ce soit. Mais, très bien. Oui, j'ai cherché sur votre compte Twitter sur la période d'octobre. J'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose, mais je ne vous fais aucun procès d'intention là-dessus, aucun. Par contre, vous ne pouvez pas nier qu'autour de vous, dans votre groupe politique, avec les gens avec qui vous seriez amené à siéger, il y a des aspirants députés ou il y a des députés sortants qui ont joué à souffler sur les braises du communautarisme. Et c'est un véritable problème. Et c'est contraire aux valeurs de Lady Guerre que vous invoquez aujourd'hui devant nous. Il n'est jamais trop tard pour vous décoller de cette étiquette-là et de nous dire « Non, mais oui, vous ne pouvez pas arriver en disant, vous savez, c'est mes copains. Moi, je sais d'où je viens, je sais avec qui je pars. Et quand je ne suis pas content, je dis, je pars avec ma liberté, ce que je fais aujourd'hui. Donc, je suis capable de vous le dire. Mais vous ne pouvez pas venir prôner les valeurs de laïcité, de Lady Guerre, prêcher l'historique de Grenoble en faisant des manifestations aux côtés de gens qui, clairement, font campagne et essayent de proliférer politiquement sur le dos du communautarisme. C'est un problème. Donc, soyez clairs, limpides, très bien, on se retrouvera sur ce sujet-là. Mais vous ne pouvez pas partir en campagne avec une banderole LFI tout en disant ça. Pas dans le contexte qu'on connaît. Moi, je pense... Est-ce que vous pourrez siéger dans le même groupe que quelqu'un comme Amal Bentoussi qui a dit « On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande ». Non mais, attendez. Elle est candidate à LFI. Répétez-moi la phrase. On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande. À propos de l'homophobie chez les populations musulmanes. Je n'avais jamais entendu cette phrase. Effectivement, je trouve ça problématique. Par ailleurs, par contre, si vous voulez qu'on aille sur les phrases problématiques, il me semble que de nos soutiens, comme les Serge Klarsfeld, comme les Klarsfeld. Je pense que vous avez une petite candidature en Bretagne qui a eu des sorties de propos profondément problématique et antisémite. Je suis d'accord. Et donc, vous savez quel est le seul problème de ce candidat, monsieur ? Quel est le seul problème de ce candidat qui a tenu des propos antisémites ? C'est qu'il a la stupidité de demander une investiture RN. Il aurait pris une investiture LFI, il n'aurait eu aucun problème. C'est ça. Attendez, retournez pas le débat. Par ailleurs, sur la question des tensions et la question des communautés religieuses, je pense qu'il faut absolument qu'on baisse le niveau de tension que nous connaissons aujourd'hui, notamment dans un moment où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, où nous sommes dans une crise politique majeure pour notre pays. Il est bon que tout le monde ne se stigmatise pas, ne se monte pas du doigt et que tout le monde redescende d'un cran, parce qu'effectivement, la laïcité est un facteur de paix. À vos amis, faites un mémo à vos amis. Je vous dis qu'il y a les convictions et les élections. En fait, il n'est jamais trop tard pour privilégier ses convictions. Si ce que vous nous dites est sincère, sur la conviction, si ce que vous dites est sincère sur la laïcité, sur l'histoire de Grenoble, sur les valeurs humanistes et sur la lutte contre le communautarisme est sincère, je vous dis que vous pouvez encore privilégier les convictions aux élections. L'accord que vous portez, c'est pour ça que je privilégie mes convictions et c'est pour ça que je porte les valeurs, que je porte la banderole du nouveau Front Populaire et je suis investi par la France Insoumise dans ce même sens. Alors, et ça vous pose pas de problème non, ça vous gêne pas. En tout cas, moi, je conteste les dirigeants politiques qui tiennent ce genre de discours. Après, des cas isolés, comme celui que l'on vient de parler, des cas isolés de personnes qui tiennent des propos antisémites, on ne tient pas les gens en laisse, très clairement. Mais par contre, des dirigeants politiques qui disent
qui prône des choses comme ça et qui ne parle que des origines et des et dans une période de montée des racismes, il faut effectivement... Quel racisme ? Ah bah quand on parle de Français de souche, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui en parle lui-même. Moi, mais pourquoi ? Parce que quelqu'un soit noir, qu'elle soit blanche, qu'elle soit beurre, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elle respecte les lois de la République ? Elle les respecte. Alexandre Lacroix la défend. Cette personne, elle ne respecte pas. Alexandre Lacroix, il est très ferme avec elle. C'est pas plus compliqué que ça. Je m'en fous complètement des couleurs. Donc, comme on s'est dit hier, la plus grande fermeté pour Zemmour et pour etc. et tout. Excusez-moi, encore une fois, vous allez expliquer à la jeune fille qui s'est faite violer que c'est Éric Zemmour qui l'a violée ? Que c'est les délit d'opinion d'Éric Zemmour qui l'ont violé, vous allez lui expliquer ça ? Personne ne va instrumentaliser un crime horrible. Non, mais je pense que là, il faut tout de suite revenir... Mais c'est vous qui instrumentalisez. Vous citez Éric Zemmour, qui vient de nulle part, et vous expliquez, au lieu de vous fixer sur les condamnations de délit d'opinion d'Éric Zemmour, je pense qu'on revienne là maintenant au programme et à l'intérêt général. De délinquance réelle. On va de toute façon pas tarder à finir ce débat. Moi, je vous laisse échanger, c'est intéressant de vous écouter sur vos positions diverses et variées. Effectivement, il y a ce fait divers qui ravive un petit peu, voire beaucoup, les tensions sur ce type de sujet. Je vous avais proposé de finir cette émission avec un tour de table, chacun, sur un sujet que vous avez envie d'évoquer pour conclure. Alors, on va prendre l'ordre du tirage au sort. C'est Olivier Véran qui a pris le numéro 1. Donc, c'est vous, Olivier Véran, qui conclut en premier. Qui conclut en premier. Non, mais vous dire que vous me connaissez bien, on se connaît bien. J'ai un bilan au sein de la circonscription, auprès des entreprises, des associations, des habitants, des élus locaux. J'ai un bilan comme député aussi qui est votre bilan. C'est au fil des rencontres avec vous que j'ai inscrit le Nutri-Score dans la loi, que j'ai interdit les mannequins trop maigres, que j'ai taxé le sucre dans les sodas, que j'ai supprimé le délit de solidarité dans la loi. C'est à votre contact aussi que j'ai fait face à la crise Covid, cette pandémie terrible. Et c'est à chaque rencontre enrichissante que j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des choses à changer. Je penserai par exemple à l'usage médical du cannabis. C'est un patient grenoblois qui m'avait fait penser à cela. J'ai pu le mettre dans la loi. Le plan endométriose, c'est un collectif de femmes de Grenoble qui m'en avait parlé. Et j'ai pu porter la stratégie nationale contre l'endométriose. Bref, vous aurez compris que j'ai envie de continuer. Et j'ai envie de continuer à porter des réformes importantes pour notre pays. Et j'ai envie de le faire à votre contact sur le terrain. Vous pourrez compter sur mon engagement total. Hugo Prévost, numéro 2. Bien. La France est face à un risque majeur. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, aidée par les modes de gouvernement d'Emmanuel Macron, comme partout dans le monde où les droites néolibérales se sont alliées avec l'extrême droite. Je pense à l'Italie de Meloni, je pense à l'Argentine de Milei, ou je pense à l'Amérique de Donald Trump. Ce risque-là, nous devons toutes et tous le combattre, et c'est bien le sens de l'espoir que porte le Front populaire. Ce Front populaire qui a déjà obtenu des avancées majeures dans notre pays et dans notre histoire, et je pense aux congés payés. C'est ainsi que je vous invite toutes et tous à voter massivement pour le Front populaire le 30 juin prochain, pour la République jusqu'au bout, la République des services publics, la République du soin, la République de la paix et la République des droits de l'homme. Alexandre Lacroix. Je vais faire une redite avec des éléments que j'ai dit pendant ce débat, mais parce que pour moi, c'est quand même le problème numéro 1, c'est l'état de nos finances publiques qui est absolument déplorable. Nous sommes actuellement avec un budget de l'État qui a 300 milliards de recettes pour 450 milliards de dépenses par an. Nous avons une dette publique qui a explosé, qui est à 3 000 milliards. Avec un roulement de la dette, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on empruntait à des taux qui étaient entre 0 et 1%. Depuis un an, on emprunte à des taux qui sont autour de 3% et qui vont probablement monter à 4%, ce qui va faire que sur les 6 prochaines années, on va avoir un service de la dette qui va coûter 100 milliards d'euros. C'est-à-dire que nous avons un budget de l'État qui est à... des recettes de l'État qui sont à 300 milliards et le seul service de la dette sera 100 milliards. Et donc, je veux faire partie de ces députés, si jamais je suis élu, qui porteront une responsabilité dans le redressement de nos finances publiques, qui vont tourner la page à ces 12 ans de gouvernement de centre-gauche qu'ont pu incarner le député Véran, et qui vont enfin s'attaquer à ce problème crucial qui risque sinon d'hypothéquer de manière très lourde l'avenir de nos enfants. Nathalie Béranger, c'est vous qui concluez ce tour de table. Merci. Écoutez, moi je suis la candidate de la droite républicaine et du centre républicain. Je vous le dis, il y a cette troisième voie, il n'y a pas que deux blocs extrémistes qui s'opposent. Je tiens à le préciser de nouveau dans cette élection législative, parce que je trouve que la diversité des partis, c'est important. Ça donne le choix
aux électeurs. C'est la démocratie, c'est ce que je vous ai dit en début de cette émission. Vous dire aussi que je suis la seule élue locale autour de cette table. Je ne dis pas que je connais plus les difficultés que rencontrent nos concitoyens, mais en tout cas, moi, je les rencontre au quotidien, ça c'est certain, avec mes mandats politiques, conseillère municipale, conseillère régionale, je préside aussi Alpexpo, donc j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes, évidemment. Et puis, vous avez le choix, donc... vous, les électeurs, entre ces alliances qui, à mon avis, sont contre nature, très clairement. Et moi, je suis une candidate, en tout cas, déterminée à agir demain. Bon, merci à tous les quatre. On a compris qu'il y avait des différences entre vos points de vue, vos programmes. C'est le but aussi d'un débat. Je vous donne rendez-vous le 30 juin pour le résultat du premier tour. On sera en direct Télé Grenoble de ses studios et de la préfecture. Donc les téléspectateurs sont invités aussi, si vous voulez avoir les infos sur vos circonscriptions iséroises, être avec nous le jour du 30 juin. Et puis surtout, aller voter sur cette élection qui s'annonce cruciale pour l'avenir du pays. Merci d'avoir joué le jeu du débat. Merci. Et puis on se retrouve le 30 juin pour connaître le verdict des Français.